Et si on parlait de sport ? Et si on parlait de sport ? Une émission produite et réalisée par Laurent Garnier et Pauline Gaston-Conduit avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous, c'est la 71e émission de Et si on parlait du sport et nous sommes très heureux avec Laurent Garnier de vous accueillir pour vous parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Merci à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport, Animation 31, Semperconnect et LG Consultant, qui nous accompagnent toute l'année pour la réalisation de ces émissions. Et pour cette 71e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Jean Verrier, président de la Ligue Karting d'Occitanie, Alexandre Munoz, jeune pilote de Formule 4, Marie-Madeleine Clemens, présidente du comité régional Occitanie de pétanque et jeux provençal, Raymond Lemanac, qui est lui président du comité départemental de Haute-Garonne, et Audrey Bandieria, sportif de haut niveau, et qui est vice-champion du monde de pétanque en 2023 en doublette féminine et doublette mixte. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Au sommaire, envie de sensations fortes et d'adrénaline, le karting est fait pour vous. Ce sport mécanique ultra dynamique vous plonge au cœur de la course dès 7 ans sur des circuits dédiés à la vitesse et à la précision. Que ce soit pour le loisir ou la compétition, le karting est l'école parfaite du pilotage. Apprenez à maîtriser la trajectoire, à gérer l'accélération et à défier vos adversaires dans des duels intenses. Accessible à tous, il combine fun, technique et sécurité, tout en offrant une porte d'entrée vers le monde fascinant du sport automobile. Prêt à prendre le volant ? Rendez-vous en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, devenez un maître du cochonnet. La pétanque, bien plus qu'un jeu simple, un art de vivre, la pétanque sport emblématique du sud de la France a su conquérir les cœurs bien au-delà des frontières provençales. Elle incarne un art de vivre où chaque lancer devient une stratégie, chaque point une bataille. Les joueurs armés de leurs boules en acier s'affrontent sur les terrains de sable ou de gravier dans des parties intenses ponctuées de suspense, de précision et de convivialité. Le jeu provençal, quant à lui, demande davantage d'endurance et de technique. La beauté de ces sports réside dans leur accessibilité, que vous soyez amateur ou compétiteur aguerri. Il vous suffit d'une boule et d'un cochonnet pour vous plonger dans l'ambiance chaleureuse des terrains où la camaraderie et le fair-play règnent en maître. Alors, tu pointes ou tu tires ? Mais avant le coup d'envoi de cette 71e émission, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport avant-match ? Place aux principaux résultats sportifs de la semaine. On va commencer avec toi, Laurent, et tu vas nous parler d'Ultra Trail. Une épreuve complètement folle qui s'appelle justement la Diagonale des Fous à La Réunion. Et c'est un Français, Mathieu Blanchard, qui a magnifiquement remporté vendredi dernier à La Réunion la mythique Diagonale des Fous, soit 175 km de 10 150 mètres de dénivelé positif. Pour sa première participation, il a fait ça en 23h25 minutes. Chez les femmes, c'est la Française Manon Bohard qui a, elle, remporté la course, terminant l'épreuve en un peu moins de 32 heures. Il y avait 2937 coureurs. Au départ, seulement 13% sont des femmes. Passons au triathlon avec la grande finale du circuit de la World Triathlon Championship Series, la WTCS. Après sa médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris, Cassandre Beaugrand s'est imposée samedi et devient la première Française championne du monde de triathlon. Et chez les hommes, c'est Léo Bergère qui a fini deuxième dimanche derrière le néo-zélandais Hayden Wilde qui s'impose en 1h42 minutes et 22 secondes. Et comme on n'est pas en reste, il y avait aussi du paratriathlon avec le championnat du monde toujours à Torremolinos en Espagne. Et déjà champion paralympique à Paris, puis champion d'Europe à Vichy cette saison, Alexis Anquincan a une nouvelle fois dominé sa catégorie en PTS S4. Vendredi, il a décroché son 7e titre de champion du monde. Passons au karaté avec le championnat du monde de jeunes à Venise en Italie. La France repart avec 2 titres et 9 médailles de bronze. La jeune française Monica Arzumian décroche son premier sacre planétaire aux mondiaux et sports de karaté en moins de 59 kg, alors que dans le même temps, Talia Sombé conserve, elle, son titre en moins de 68 kg. On va passer à la natation, Pauline, avec le retour attendu de Léon Marchand qui se remettait dans l'eau pour la Coupe du Monde à Shanghai. Retour gagnant donc avec le nouveau record de France sur 100 mètres 4 nages en prime un 50 secondes 65. Il a remporté aussi le 200 mètres 4 nages avec le record d'Europe à 1 minute 50 secondes et 30 centièmes. Et aussi le 400 mètres 4 nages en améliorant le record de France en petit bassin avec un chrono de 4 minutes 0003 centièmes.
deuxième. Passons au tennis avec l'Ultimate Tennis Showdown, l'UTS de Francfort. Ben Shelton remporte l'UTS à Francfort face au Français Hugo Humbert 3-1 au terme d'une superbe finale. Ouais, c'est une compète complètement nouvelle, ce tennis-là. C'est à suivre, il y a tout un circuit tout au long de l'année. On passe donc au fameux tennis de table, on passe donc à ce championnat d'Europe à Linz en Autriche, et avec ce qu'on a vécu ce week-end, doublé historique, rien ne pouvait arrêter Alexis Lebrun dimanche. Impressionnant en finale du double, plutôt dans l'après-midi, où il a remporté avec son frère Félix face à la paire suédoise Moregard-Kalberg leur premier titre continental, vainqueur en 3-7 expéditifs. Le joueur de 21 ans a aussi brillé en simple, réussissant un doublé historique en simple en battant l'Allemand Benedikt Duda en 4-7, 11-5, 11-8, 11-6 et 11-2. Côté équipe de France, on note aussi le bon parcours de Pritika Pavad et Simon Gauzy qui sont eux médailles de bronze en double mixte. Quelques mots de golf avec la BMW Ladies Championship en Corée du Sud. Malgré 6 coups de retard au départ du dernier tour, la numéro 1 française Céline Boutier a brillé, terminant à la deuxième place devancée d'un coup par l'Australienne Anna Green. Et on passe au tir sportif, finale de la Coupe du Monde de tir à New Delhi. Très belle performance de notre tricolore Camille Jędrzejewski qui conserve son titre. En cyclisme sur piste, cette fois, il est championnat du monde de Ballerup, Danemark. Clément Petit, 23 ans, a remporté jeudi la première médaille de la France. Le Français a décroché le bronze sur la course Scratch, et Victoire Berthaud et Marion Boras ont décroché une belle médaille d'argent sur l'américaine derrière le Danemark. De la piste cyclisme, on va passer au canoë-kayak avec la Super Coupe de canoë-kayak à Ansgoose qui se déroulait donc pour une première édition parfaitement abordée par nos tricolores qui effectuent une vraie razzia. Médaille d'or pour Camille Pringent et Marjorie Delassus, médaille d'argent pour Titouan Katzrik et Nicolas Gestin et médaille de bronze pour Emma Vuitton. Passons au basket féminin avec la deuxième journée d'Euroleague. Jeudi, 2 équipes françaises étaient en lice. Bourges s'est largement imposé face à l'Olympiakos 88-53, tandis que Basketland s'est effondré face à Salamanque 52-81. Pour la deuxième journée de l'Eurocoupe, Montpellier n'a fait qu'une bouchée des Espagnols de Calédonia 83-55 jeudi dernier. Dans le même temps, Angers est allé décrocher un précieux succès 86-75 sur le parquet du Panathinaïkos. Et en Ligue 2 féminine, pour la troisième journée, après une première mi-temps compliquée face à Nice, les joueuses du Toulouse Métropole Basket ont offert une seconde mi-temps de rêve pour l'emporter 73-50. On va passer au basket, mais chez les hommes, en Euroleague 4e journée, avec après son revers à Barcelone 86-71, l'AS Monaco a renoué avec la victoire face à Virtus Bologne vendredi 101-85. Lyon-Villeurbanne a remporté une victoire renversante contre Vitoria vendredi 76-69. 3 jours après son exploit face au Panathinaïkos, victoire 84-80. Paris s'est incliné jeudi en Allemagne 109-107 face au Bayern de Munich. On passe en National 1 avec, c'était la Coupe de France, et c'est la fin de l'aventure en Coupe de France pour le stade toulousain basket. Les Tauros se sont inclinés 52-91 face à l'équipe de Pro B de Poitiers 86. Passons en handball avec la 5e journée de Ligue des Champions, longtemps menée sur son parquet par le Dynamo Bucarest. Le PSG a finalement arraché la victoire dans les dernières minutes jeudi dernier 35-32. Nantes a réussi la performance de s'imposer à Magdebourg 32-28. Et en ce qui concerne la deuxième journée de Ligue européenne, Toulouse et Montpellier ont pris le meilleur sur Save Off 37-31 et Granollers 28-24 mardi. En revanche, Limoges a été battu par Benfica 37-31. Et en ce qui concerne la 7e journée de l'Ikimoli Star League, les Montpelliérains ont écrasé Chambéry 37-25. Nîmes s'est incliné à domicile face à Istres 29-34 et Toulouse bat Aix-en-Provence 33-31. Et on passe au volley avec la Marmara Spitline, 3e journée. Montpellier a repris la tête en dominant Cannes en 3-7. Narbonne a ouvert son compteur à l'arraché contre Toulouse 3-7-2 et Poitiers s'incline lourdement en 3-7-7. Et en Ligue féminine A, Saforel Power 6, 4e journée, Terville-Florange l'a emporté devant Béziers 3-7-2. Et en football féminin, la Ligue des Champions sur la pelouse de son rival historique de la compétition, Lyon a dominé Wolfsburg 2-0. Et en Arkema Première Ligue, 5e journée, Montpellier a battu Le Havre 1-0. En football, Ligue 1, 8e journée, Toulouse-Angers, les deux clubs n'ont pas su se départager avec un score final 1 but partout. Montpellier a enregistré la plus lourde défaite de son histoire à domicile dimanche contre l'OM, 5-0. En Ligue 2, 9e journée, Rodez s'est imposé à Martigues
Atlantique 2-0. Passons au rugby à 13 avec la Championship 2024. Le Toulouse Olympic 13, qualifié en demi-finale en ayant battu le club anglais des Bradford Bulls 21-20 et Ernest Vallon, n'a rien pu faire face au grand favori Wakefield, leader de la saison régulière en finale du Championship. Il s'agit de la deuxième division du rugby à 13 européen, 36-0. Et en rugby à 15, top 14, 7e journée, Castres devant le Stade français 35-13 et Toulon face à Montpellier 30-17 sont restés maîtres chez eux, tout comme Perpignan qui s'est employé pour faire céder Lyon à Aimé Giral 29-26. Toulouse, lui, s'est imposé à Pau 22-14. En Pro D2, 7e journée, Montauban s'est imposé à Valence-Roman 32-31. Les Montalbanais sont les nouveaux leaders du championnat. Colomiers et Angoulême se sont neutralisés 13 partout et Grenoble l'a emporté à Béziers 25-22. Quelques mots d'équitation avec les Coupes des Nations à Boekelo, aux Pays-Bas. La France remporte le circuit des Coupes des Nations de la Fédération équestre internationale de concours complet devant l'Allemagne et l'Angleterre. L'équipe était composée de Sébastien Cavaillon sur Ellipso de la Vigne, Alexis Goury sur Djeval, Benjamin Massier sur Figaro Fonroy et Nicolas Astier sur Alerta Malib Or. Et on passe à la moto, c'était le Grand Prix d'Australie, Grand Prix à Phillip Island. Marc Marquez vainqueur devant Jorge Martin et Francesco Bagnaia. Jorge Martin est toujours leader du championnat. Et pour conclure ces résultats de la semaine, on va finir avec de l'automobile et le rallye WRC Europe Centrale. L'Estonien Ott Tanak sur Hyundai s'est imposé dimanche devant le Britannique Elfyn Evans sur Toyota et le Belge Thierry Neuville sur Hyundai. Le Français Sébastien Ogier sur Toyota, alors deuxième à abandonner dans l'avant-dernière spéciale. Thierry Neuville conserve 25 points d'avance sur l'Estonien avant la dernière manche de la saison dans un mois au Japon. Et en ce qui concerne la Formule 1 et le Grand Prix des États-Unis, Ferrari a signé un doublé dimanche dernier avec la victoire de Charles Leclerc devant Carlos Sainz. Dans la lutte pour le titre mondial, Max Verstappen sur Red Bull a fini 3e devant Lando Norris sur McLaren à la suite d'une pénalité pour le Britannique. Et merci pour ces résultats. Place à la première mi-temps de cette émission Et si on parlait de sport avec nos invités Jean Verrier et Alexandre Munoz. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Retour dans l'émission Et si on parlait de sport avec notre invité Jean Verriès, président de la Ligue Karting d'Occitanie, et Alexandre Munoz, jeune pilote de Formule 4. Bienvenue dans cette première mi-temps de notre émission et bonjour. Bonjour. Alors, dans un premier temps, Jean, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs ? Alors, je suis Jean Verriès, je suis à la retraite et je suis président de la Ligue de karting depuis 2017, suite au décès de notre regretté Jean-Claude Sanchez, qui a été président pendant un long moment et qui était également président de la Commission nationale de karting au niveau FFSA. Et pouvez-vous nous présenter la discipline du karting et ce qui la rend unique par rapport aux autres sports mécaniques ? Alors, le karting, c'est un sport à part entière. Il est rattaché à la FFSA, la Fédération française de l'automobile. Le karting est peut-être pratiqué, contrairement à l'automobile, à partir de 6 ans dans les écoles de karting et à partir de 8 ans en compétition, jusqu'à 77 ans et plus si les gens sont en grande forme. Et alors justement, comment se déroulent les compétitions de karting ? Alors, les compétitions de karting se déroulent en, je dirais, 3 ou 4 phases. On a première phase des essais libres, où les gens s'entraînent, apprennent la piste. Deuxième phase, les essais chronométrés, qui vont les positionner pour les manches qualifications. Et ensuite, les manches qualificatives, qui vont également faire à la fin des manches qualificatives et de la super manche, on va faire un classement qui va positionner les gens pour la finale. Et ensuite, la finale qui va donner le titre de champion sur la manifestation. Au final, c'est comme ce qu'on a l'habitude de voir en Formule 1. Pratiquement pareil, oui. Et alors, quels sont les différents niveaux de compétition et les différentes catégories ? Alors, les différents niveaux, on a le niveau loisir, où les gens peuvent s'essayer en compétition sur nos courses clubs. Ils n'ont pas besoin d'une licence spéciale et d'avoir une expérience particulière. Ensuite, on a le niveau national, qui est notre championnat de ligue, que l'on fait nous sur 5 courses. Ce championnat de ligue donne l'accès au championnat de France et aux coupes de France. Et ensuite, il y a le niveau international qui, lui, n'est pas géré par la FFSA, mais qui est géré par la CIK. Et c'est vraiment de l'international. C'est plus du tout les mêmes catégories que la France. En France, au niveau catégorie, on a le Mini 60. Mini 60 qui est une catégorie où on a accès à partir de 8 ans jusqu'à 12 ans. La catégorie nationale, qui est une catégorie où on a un moteur qui fait 21 chevaux à peu près et qui est accessible de 12 ans
à 17 ans. À partir de 15 ans, on a accès à 2 catégories. Une catégorie sans boîte de vitesse, développe à peu près 35 chevaux, et qui se divise en 3 sous-catégories, le senior, le master et le gentleman. Master, c'est 31 ans, gentleman, c'est à partir de 40 ans. Et ensuite, la catégorie reine, qui est la catégorie KZ2, qui est un moteur de 50 chevaux à boîte de vitesse, 6 vitesses, et qui est accessible à partir de 15 ans révolus jusqu'à 77 ans, on peut dire aussi. Mais là, c'est très physique, il faut être en grande forme pour pratiquer cette catégorie. Et alors, au niveau de la région Occitanie, quelles actions et projets sont en cours de préparation pour l'année 2025 afin de développer justement la pratique du karting ? Alors, on travaille toujours ardemment sur nos écoles de kart, qui est la base pour faire monter nos jeunes pilotes et d'avoir un potentiel de pilote. Ensuite, on embauche un jeune alternant qui va nous permettre de communiquer et d'avancer et de trouver des partenaires au niveau de la ligue. Parce que bien sûr, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et alors toujours pour parler de l'Occitanie, quelles sont les dates clés du calendrier des compétitions de karting pour la saison à venir ? Alors, les dates clés, c'est du mois de mars, début mars jusqu'à fin juin, c'est notre championnat de ligue qui va donner les pilotes qui vont être qualifiés pour les championnats de France qui se situent entre juillet et septembre. Septembre, c'est pour la catégorie KZ2. Et ensuite, la deuxième partie de saison, c'est surtout les courses clubs sur lesquelles on essaye de faire venir le plus possible nos pilotes loisirs pour qu'ils s'essayent et qu'ils viennent après rouler en ligue. C'est indoor aussi ou c'est uniquement outdoor ? C'est uniquement outdoor. En outdoor, puisqu'on a 3 pistes en Midi-Pyrénées, Aigues-Vives, Muret et Belmont-sur-Anse. Et justement, en parlant de pistes, quels sont les points forts de la région Occitanie en matière de karting, que ce soit en termes d'infrastructure ou de talent ? Alors, au niveau infrastructure, on a 3 belles pistes qui sont pratiquement de 1500 mètres chacune. Elles sont très très bien équipées et cette année, on a fait le championnat de France senior, master, gentleman et national où on a eu près de 200 pilotes qui a été une manifestation très très réussie. Au niveau de nos talents, cette année, on a un champion du monde en catégorie OKN qui s'appelle Hugo Hérouin et qui a fait une course magnifique à Abu Dhabi, je crois. Et puis après, on a notre petit Alexandre Munoz qui est issu des écoles de kart et qui petit à petit est monté et est arrivé vraiment à la Formule 4 cette année. Justement, vu que vous en parlez, ça me permet de lui donner la parole à Alexandre. Bonjour. Bonjour. Alors, tu viens de débuter en Formule 4 après un parcours impressionnant en karting, notamment avec un titre de champion du Sud et 2 titres de champion d'Occitanie. Comment s'est passée cette transition pour toi ? C'était assez difficile au début parce qu'on est habitué au karting, donc au comportement du karting et à tout ce qui l'entoure. Et donc passer en Formule 4, donc dans une voiture assez grande et assez physique, ça change beaucoup. Donc c'est, je pense, le point le plus important, c'est le physique. Donc en Formule 4, on commence à rentrer sur une machine qui développe 180 chevaux. Donc on prend dans les 250 km/h en ligne droite et on prend beaucoup de jets dans les virages. Donc notre corps est vraiment sollicité. Donc, maintenant, c'est vraiment... il faut avoir une capacité physique importante. Donc c'est de l'entraînement physique tous les jours et c'est vraiment ce qui change par rapport au karting. Et alors tu as aussi terminé 4e du championnat de France junior de karting. Quels enseignements as-tu tiré de cette expérience ? J'ai pris beaucoup d'expérience. Donc comme Jean l'a dit, il y a plusieurs niveaux dans le karting. Donc le niveau régional nous donne de l'expérience, mais il y a plus d'écart entre les pilotes, alors qu'au championnat de France, c'était vraiment les 15 premiers pilotes. On était en 2/10 sur des tours d'1 minute à peu près. Donc c'est des batailles très serrées entre les pilotes et on a eu des concurrents qui ont fait de très belles prestations, notamment au championnat du monde. Donc le plateau était vraiment très élevé au championnat de France junior. Donc ça m'a vraiment donné une bonne expérience et de bons enseignements pour les années futures. Et alors, quelles sont les principales différences que tu as constatées entre le karting et la Formule 4, que ce soit en termes de pilotage, de compétition ou même de préparation ? D'abord la taille de la voiture par rapport au karting, et après c'est la position qui change beaucoup par rapport au karting, où en kart on a vraiment la sensation avec la piste parce qu'on est à quelques centimètres du sol à peine, alors qu'en Formule 4 on est dans un cockpit où on voit à peine la piste, donc ça change vraiment. Et après au niveau de la préparation, c'est pas
du tout pareil. En kart, on arrivait le vendredi avec notre remorque et notre équipe et on commençait à peine à rouler et après c'était la course. Alors qu'en F4, on commence à se préparer un mois avant la course avec l'entraînement physique, puis après l'entraînement simulateur. Notamment, je montais au Mans, souvent à la fédération pour faire du simulateur. Donc c'est souvent une semaine complète d'entraînement avant la course, comparé au karting. Et alors, quels sont tes objectifs pour cette première saison en Formule 4 ? Pour ma première saison, mes objectifs c'était d'apprendre avec la voiture pour la seconde année. Donc c'est plutôt bien passé cette première année. On a bien appris et on a fait de bons progrès. Et maintenant, les objectifs pour la seconde saison, c'est de faire une bonne place au championnat et pouvoir dérouler tout au long de la saison les objectifs, les résultats. Combien tu as de courses à faire pour le championnat ? Il y a 7 meetings dans un championnat et chaque meeting est composé de 3 courses. Donc il faut avoir les bras, quoi. C'est ça. Et puis surtout, l'année prochaine, on va peut-être passer sur des courses de 30 minutes plus un tour. Donc sur des circuits très physiques, notamment comme à l'Édenon, un circuit dans le sud de la France qui vraiment sollicite beaucoup de physique. Donc c'est très compliqué. Ça t'est jamais arrivé de tétaniser des bras ? Non, pas encore. Et comment est-ce que tu arrives à allier tes cours et justement cette discipline qui doit te prendre vachement de temps ? Parce que je suis bien entouré, on va dire. J'ai les amis qu'il faut à l'école qui me passent les cours et aussi c'est un investissement et un travail personnel important. Donc le soir après les cours, je suis souvent à l'hôtel ou dans la voiture en train de travailler pour rattraper les cours et aussi notamment les professeurs essayent de nous aider pour rattraper les cours. Et j'ai une petite dernière question pour toi. Comment est-ce que tu envisages la suite de ta carrière dans le sport automobile ? J'aimerais bien évoluer le plus possible pour devenir pilote professionnel. Je pense que c'est le but des nombreux pilotes de karting et de monoplace et peut-être aller en endurance. C'est vraiment quelque chose qui me passionne et donc je serais vraiment content d'en faire ma profession, mais on va voir après ces 2 années de monoplace que ça peut donner et surtout les débouchés que ça nous donne. Merci beaucoup, du coup, bon courage pour la suite. Jean, ça me permet de vous redonner la parole. Pour quelqu'un qui souhaite débuter en karting comme Alexandre, quelles sont les étapes à suivre et les structures disponibles en Occitanie ? Alors, il y a une première structure, c'est les écoles de kart pour les jeunes. Donc, comme je le disais tout à l'heure, à partir de 6 ans, les jeunes peuvent rentrer dans une école de kart. Ça a été un petit peu le parcours d'Alexandre. École de kart. Ensuite, les écoles de kart sont aujourd'hui équipées de cartes de compétition qui ont été fournies par la Fédération française. On en a 12 au niveau de la Ligue et on fait des rencontres. Ensuite, ils évoluent en mini 60 et ensuite ils remontent sur les grosses catégories. Pour les ados qui ne peuvent pas rentrer en école de kart parce qu'ils sont déjà trop grands, il y a les formules loisirs qui leur permettent de découvrir le kart. Ensuite, il faut acheter un kart, il faut s'équiper. C'est comme pour la voiture, il faut acheter une voiture. Donc là, ils achètent un kart et ils s'essayent, soit en faisant des ronds, comme je dis, sur les circuits le week-end. Et après, la compétition et l'adrénaline de la compétition avec les courses, etc. Alors, comment la Ligue de karting accompagne-t-elle les jeunes talents comme Alexandre de la région dans leur progression vers le haut niveau ? Alors, on n'accompagne pas que les jeunes talents comme Alexandre, puisque la Ligue de karting offre à tous les pilotes qui font le championnat de France, donc des courses nationales, offre un train de pneus pour les essais. Déjà, ça représente un budget assez conséquent, puisqu'on a pas mal de pilotes qui participent sur les championnats de France. Certains pilotes on prévoit un budget et on fait une dotation à certains pilotes pour préparer leur saison et financer leur saison, surtout en international. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les opportunités pour le grand public de découvrir le karting dans la région, que ce soit par des événements ou des journées portes ouvertes ? Alors, c'est là où un peu la Ligue doit travailler. On n'a pas trop d'actions de ce côté-là. Et c'est là justement que notre jeune alternant que nous embauchons doit travailler justement pour amener et faire connaître le karting. Puisque en compétition de karting, on voit surtout en spectateurs les parents, les amis des pilotes qui sont sur la piste. Et voyez-vous des évolutions dans la pratique du karting en termes de sécurité ou de nouvelles technologies dans les prochaines années ?
Alors, au niveau sécurité, je crois qu'il y a toujours des actions qui sont menées. Par exemple, au niveau des chocs frontaux, au niveau du thorax, il y a un nouveau protège-côte qui a été mis en place. Les enfants sont obligés d'avoir un casque qui soit homologué CMR de façon à ne pas trop solliciter les muscles du cou. Les cartes sont très bien protégées au niveau de tous les côtés, en latéral et en choc arrière. Après, l'évolution du karting, je pense, par rapport à l'électronique, par rapport à l'électricité, je ne sais pas si aujourd'hui tout est en place pour aller de ce côté-là. Il y a une société française qui travaille un petit peu dans ce sens-là, qui est la société Sodicart, qui a mis en place un programme carte électrique, mais c'est surtout vers le loisir. Le kart loisir en électrique et surtout en indoor est très apprécié. Et j'ai une dernière question pour tous les deux. Quel message souhaiteriez-vous faire passer aux passionnés de sport automobile en Occitanie qui n'ont peut-être pas encore découvert le karting ? Moi, je pense qu'il faut qu'ils viennent nous voir et qu'ils viennent s'essayer sur une karting et trouver un petit peu cette adrénaline qui nous monte quand on est à 2 cm du sol et sur une piste. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Alex ? Et moi, c'est plus par rapport au pilote, de jamais lâcher. Et des fois, c'est dur, il y a des hauts et des bas, mais ça, comme a dit Jean, ça nous procure vraiment des bonnes émotions. Donc il faut essayer et jamais lâcher. Alors justement, une petite question que j'ai envie de rebondir là-dessus, c'est par rapport à tous ces jeunes qui vont écouter l'émission ou qui vont t'écouter, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'y aller et comment ? Parce qu'il faut un petit peu de budget quand même. Est-ce que tu as été aidé derrière ? C'est vrai la question que les parents peuvent se poser. Il y en a qui ont sûrement envie de faire du karting, mais ils peuvent pas. Comment tu parles de motivation, mais comment tu as fait toi pour y arriver ? Donne-nous ce témoignage-là. D'abord, comparé à la majorité des pilotes de karting de France, j'avais pas une famille issue du sport automobile. Donc mon père, avec son entreprise, a fait une course de location en kart et j'ai voulu essayer. Donc il a cherché des moyens de comment essayer et c'est à l'école, à la Junior Kart Academy à Muret que j'ai commencé. Et donc j'ai fait 4 mois de karting. Ils ont été coupés à cause du Covid en 2020. Mais c'était là aussi une sorte de motivation. Pendant le confinement, on pouvait plus faire du kart. Donc quand on est revenu d'après les 3 mois de confinement, j'avais vraiment envie d'en faire. Et on a vu les réels progrès quand a de la motivation. Donc après, on a évolué en compétition et je pense que c'est là que j'ai eu de la motivation. Si une fois qu'on est motivé et qu'on a une passion, les résultats ils arrivent. Donc c'est un circuit sans fin. Quand on arrive à avoir des résultats, on est encore plus motivé et c'est ça, je pense, c'est la passion qui m'a donné toute cette motivation. Merci, c'est cette passion qu'on voulait entendre. Et une dernière information, Jean, pour tous les jeunes ou les moins jeunes qui sont intéressés par cette discipline, où est-ce qu'ils peuvent trouver des informations ? Alors, on a un site internet au niveau de la Ligue, c'est karting-midi-pyrénées.fr et il y a toutes les informations de toutes les pistes, de toutes les courses, de tous les renseignements, les temps qui sont réalisés par certaines catégories, etc. On a essayé de mettre un maximum d'informations et il y a tout un tas de photos également, donc venez voir un petit peu ce qui se passe sur karting-midi-pyrénées.fr. C'est parfait, merci beaucoup à tous les deux pour vos témoignages dans cette émission. Et si on parlait de sport, bonne continuation pour tous vos projets. Portez-vous bien et vous connaissez maintenant la formule. Vous êtes maintenant les bienvenus dans l'émission quand vous voulez. Merci beaucoup. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants avec nos invités Marie-Madeleine Clamens, Raymond Lemanac et Audrey Bandira. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Jeudi 28 novembre, et si on dialoguait sport ? Retrouvons-nous à Dialogue Sport pour un grand débat sur des thématiques sportives essentielles. Environnement, inclusion, formation, sport, entreprise et santé, et un bilan des Jeux olympiques
et paralympiques. Toutes les informations sur sportivité.fr. Et si on parlait de sport? Deuxième mi-temps. Et oui, retour dans l'émission. Et si on parlait de sport, nous sommes ravis d'accueillir Marie-Madeleine Clamens, présidente du comité régional Occitanie de pétanque et de jeux provençal, ainsi que Raymond Lemanac, qui lui est président du comité de pétanque et jeux provençal de Haute-Garonne, et Audrey Bandieria, qui est sportive de haut niveau, vice-championne du monde de pétanque en 2023 en doublette féminine et en doublette mixte. Bonjour à tous les trois et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons commencer par Marie-Madeleine Clamens. Marie-Madeleine, d'abord, merci d'avoir accepté cette invitation. Comment ça s'organise le comité régional de pétanque en Occitanie et quelle est sa place dans la structure nationale de la pétanque? Bien, mais tout d'abord, je tiens à vous remercier pour ces petits moments que vous nous accordez et que vous accordez à la pétanque et au jeu provençal dans l'ensemble. J'en suis très touchée et très honorée. Comment ça fonctionne le comité régional? La fédération a scindé son territoire en 13 régions qui correspondent aux 13 régions nationales. Le comité régional Occitanie est un des plus grands et peut-être le plus grand avec 13 départements dans son giron. Donc, qui dit plus grande région veut dire qu'il y a beaucoup de travail. Ce travail est réalisé donc avec un bureau directeur, un comité directeur qui travaille assez régulièrement sur tous les sujets, que ce soit sportif, administratif, arbitral, délégué et jeunes, et même voire de la discipline, si on veut garder une bonne image de notre discipline, de notre discipline sportive, il faut qu'il y ait malheureusement le respect de ces règlements. Donc voilà, on travaille sur un très vaste territoire, ce qui rend parfois effectivement la communication un petit peu plus difficile. Oui, alors, grâce à l'émission, vous allez pouvoir communiquer et en profiter un petit peu. Justement, donc on va passer sur le chapitre un peu sportif. Il y a bien sûr des compétitions pour les gens qui jouent à la pétanque un petit peu comme ça en loisir. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire sur l'organisation de ces compétitions de pétanque? D'une part, peut-être au plan national pour faire rêver un peu, puis au niveau régional, comment ça se passe? Alors, je vais me permettre quand même de commencer surtout par la région qui est l'organe intermédiaire entre la fédération et les comités départementaux. C'est une délégation que la Fédération nationale de pétanque et jeux provençal a donnée à toutes ces régions. Elle sert d'interface donc entre les comités départementaux et elle-même. Au niveau des compétitions, là aussi on est l'interface. On a à charge d'organiser des compétitions qui ont vocation à qualifier des équipes et des joueurs pour accéder au championnat de France, que ce soit à titre individuel comme la triplette, la doublette, le tête-à-tête, les mix, les vétérans, les féminines, etc. ou que ce soit les championnats de clubs, qui sont des championnats soit départementaux, soit régionaux, pour accéder au championnat national des clubs. Donc nous, au niveau de la région, on fait peu de loisirs. Pour pratiquer, que ce soit d'ailleurs au niveau départemental ou régional, pour pratiquer, il faut absolument prendre une licence dans un club, donc dans un département, pour pouvoir participer à toutes ces compétitions régionales ou fédérales. Nous, au niveau de la région, on organise donc tous les championnats régionaux pour lesquels la fédération nous a donné délégation, mais nous organisons aussi des concours régionaux. Les concours régionaux sont des compétitions que les clubs des départements de la région demandent à organiser auprès de la région. C'est des compétitions très qualitatives et qui réunissent des joueurs venant de tout horizon. Pas réservées à l'Occitanie ou à la région organisatrice, mais sur le plan national. Et comment ça se passe pour participer à ces compétitions concrètement? C'est à travers le club, on peut se présenter, prendre une licence et on s'inscrit? Est-ce qu'on peut accéder directement? Comment ça fonctionne? Au niveau d'un concours, il faut bien distinguer les concours et les championnats. Les concours régionaux, ce sont des clubs qui manifestent
auprès de la région par un formulaire spécifique sa volonté d'organiser un concours régional. Donc, il y a la date, il y a évidemment le montant de la dotation, etc. Mais pour participer à toute compétition officielle, dont ces concours régionaux, la licence est obligatoire. D'accord. Elle est demandée auprès du club qui se situe dans un comité départemental désigné. Si c'était Toulouse, le comité départemental de la Haute-Garonne délivre les licences pour tout ce qui couvre son territoire. D'accord. Et l'accès à ces concours sont payants ou la licence suffit? C'est une petite question qu'on peut se poser. Comme et c'est spécifique à notre discipline, comme au cours de ces concours régionaux, il y a de l'argent, il y a une dotation, les inscriptions sont payantes. D'accord. Effectivement, ça va de 4 voire à 5 euros par joueur compétiteur. D'accord, oui, c'est tout à fait raisonnable. Alors justement, on parle de compétition. Quels sont les grands événements à venir en Occitanie, peut-être en France, mais en 2025? En 2025, les grandes compétitions, ce sont bien entendu les championnats régionaux, les concours régionaux aussi, mais nous sommes une région qui organise le plus de concours nationaux et internationaux. Là, de mémoire, c'est en cours de validation auprès de la fédération, mais nous devons être entre 15 et 20 concours nationaux pour l'année 2025. Malheureusement, à l'inverse de 2024, notre région ne recevra pas l'organisation de championnat de France. C'est la fédération qui, par rapport aux demandes reçues, attribue ou non tel ou tel championnat de France à tel ou tel département. Cette année, nous n'aurons pas, en 2025, nous n'aurons pas cette chance, donc nous irons voir nos collègues de d'autres départements pour les championnats de France. Après, il ne faut pas oublier non plus cette catégorie qui me tient particulièrement à cœur, ce sont nos jeunes. Il y a un excellent travail fait au sein des comités départementaux par le biais de leurs éducateurs, qu'ils soient BF1, BF2 ou plus diplômés d'État. Il y a un excellent travail fait dans les départements et au sein de la région pour développer la pratique de la pétanque auprès de nos jeunes compétiteurs qui vont donc des minimes jusqu'à la catégorie junior. Alors, oui, il y a un excellent travail qui se fait là. Alors, j'ai une question aussi qui nous vient à l'esprit, c'est qu'en est-il des féminines à la pétanque, au jeu provençal? Je dirais qu'on souffre toujours peut-être d'un petit peu de misogynie, mais ceci dit, les féminines ont acquis leur place, d'abord par leur niveau de jeu constaté sur les championnats de France. Il y a un excellent niveau, elles peuvent largement rivaliser avec beaucoup de leurs congénères masculins, mais aussi elles prennent une part de plus en plus importante au niveau des postes de dirigeants, que les règlements prévoient que en 2028, la parité devra être complète au sein des instances dirigeantes. Et pour développer les féminines, ce qui a contribué au développement du nombre de licenciés et de leur niveau de jeu, c'est la création de plus en plus de doublettes ou triplettes mixtes auxquelles les féminines sont associées, ce qui relève leur niveau, mais qui relève aussi leur pratique. Oui, comme on le voit avec Audrey Bandiria, qui a été un bon témoignage. Voilà. Audrey, je vous dirais que il y a quelques années, j'étais l'heureuse déléguée du CD 31 à l'emmener à Caen, où avec sa sœur Céline, elles ont décroché le titre de championne de France doublette. Voilà, c'est vraiment, elles arrivent de loin, elles ont pratiqué depuis longtemps et pour arriver à du haut niveau et à une bonne représentativité. C'est ce qu'elle nous a dit. Elle nous a parlé de ce championnat de France il y a quelques instants. Moi, j'ai une dernière question à Paul et à Marie-Madeleine. Qu'est-ce qu'on peut dire, quel conseil on peut donner à une personne aujourd'hui qui se pose la question pour jouer à la pétanque? Pour jouer à la pétanque, on oublie le côté convivial, familial de cette fameuse compétition qu'on fait après un mariage, après un baptême, après une communion. On parle de la compétition, pas de loisir, mais de la compétition sportive. Je dirais que l'élément principal, c'est de trouver un club où on se sente bien, où il y ait l'esprit qu'on recherche, la convivialité, le côté familial, le partage de certaines valeurs. Et une fois qu'on est là, on peut jouer en toute liberté
rester dans des bonnes conditions, prendre une licence et à ce moment-là, partager, développer ses connaissances en la matière en participant à des compétitions locales, départementales et découvrir la pratique de la pétanque autre que de jeter des boules, d'être le plus près du but ou de taper des boules, de connaître la stratégie du jeu. Le principal, c'est de trouver un club où on retrouve ses valeurs. Merci beaucoup Marie-Madeleine Clemens. Plaisir. C'est un plaisir de vous avoir à l'antenne. On va continuer notre émission avec les autres invités et bien sûr on se tient au courant pour la suite des événements. À très bientôt. Et merci beaucoup, à très bientôt. Merci. On va poursuivre donc cette émission avec l'intervention de Raymond Lemanac, président du comité de pétanque de Haute-Garonne. Oui, bonjour à tous. Je suis donc Raymond Lemanac, président actuellement du comité départemental de pétanque. Je suis retraité de la Poste et voilà, j'ai souhaité, une fois que j'ai eu du temps libre, m'engager donc au service de la pétanque, sport que j'adore bien entendu, que je pratique. Donc depuis, je vais postuler pour un 3e mandat. Donc ça fait déjà 8 ans que je suis au service de ce comité. J'en ai pris la présidence il y a 4 ans et je suis en train de faire le nécessaire pour présenter une liste pour un nouveau mandat. Voilà, donc pour rentrer dans le vif du sujet, Raymond, comment ça se passe entre la pétanque et le jeu provençal? C'est 2 disciplines qui sont souvent confondues, mais qui ont chacune leur spécificité. Oui, donc il faut déjà savoir que ces 2 disciplines font bien partie de la même fédération, la Fédération française de pétanque et de jeu provençal. C'est important de le dire, parce que on pourrait croire qu'il y a 2 fédérations, ce n'est pas le cas. La différence, c'est surtout une différence de distance de jeu, puisque la pétanque se pratique entre 6 et 10 mètres. Le jeu provençal se pratique sur une distance beaucoup plus longue, puisque on peut jouer jusqu'à 20 mètres. Donc c'est tout à fait différent. La différence se fait aussi sur le style de jeu. Quand on pointe à la pétanque, nous avons les 2 pieds dans le rond, vous avez tous déjà vu ça. Quand on pointe au jeu provençal, on sort un pied du rond, on reste sur un pied pour pointer sa boule et on ne peut reposer ce pied que quand la boule a lâché la main. C'est un style très particulier. Ça permet, vu la grande distance de jeu, ça permet de prendre position en dehors du rond, à l'endroit où le joueur le veut, pour s'ouvrir un angle de jeu. Et la différence principale, elle est au niveau du tir, puisque quand on tire à la pétanque, on doit rester les 2 pieds dans le rond et ne pas bouger du rond tant que la boule n'a pas touché sa cible, ou touché le sol en tous les cas, si la cible est manquée. Et au jeu provençal, tout à fait différent, puisque un tireur de jeu provençal, vu la distance beaucoup plus longue, fera 3 pas d'élan avant de lâcher sa boule. Donc il prendra une course d'élan. Alors il y a plusieurs styles différents. Certains font 3 pas sans s'avantager énormément. Les vrais puristes de jeu provençal, les joueurs, les grands champions qui sont plus situés dans le sud de la France, et pour cause, puisque c'est la région qui a donné ses lettres de noblesse à ce jeu. Dans cette région-là, donc les tireurs ont une course d'élan qui leur donne vraiment un avantage, puisque c'est vraiment une course d'élan, qui leur permet de lâcher la boule beaucoup plus loin, et c'est un style beaucoup plus efficace. Donc il y a des compétitions séparées, j'imagine, c'est 2 styles différents. Oui, ce sont des compétitions tout à fait différentes, gérées par la même fédération, mais ce sont des compétitions tout à fait différentes, oui, tout à fait. Donc plus basé dans le sud de la France? Oui, le jeu provençal, oui, beaucoup plus. La pétanque, on la pratique partout, dans tous les départements de France. Le jeu provençal aussi, on peut le pratiquer partout, mais bien évidemment, c'est surtout dans le sud de la France qu'on retrouve les plus grandes compétitions et les plus grands joueurs. La Haute-Garonne participe beaucoup au développement du jeu provençal, puisque nous sommes malgré tout un des départements phares en Occitanie. De plus en plus, nous arrivons à mettre en place des compétitions pour développer le jeu provençal, mais la région PACA est bien évidemment la région où ce jeu se pratique le plus et où on rencontre les plus grands joueurs. Alors, on va revenir sur la pétanque, parce que j'ai lu un peu qu'il y avait plusieurs formats, comme les doublettes, les triplettes ou les tête-à-tête. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu en quoi ça consiste, ces différentes variantes, parce que pour le grand public... Oui, en fait, le sport pétanque se pratique de plusieurs manières. On peut s'affronter en tête-à-tête, c'est-à-dire un joueur contre un joueur avec 3 boules à main. On peut s'affronter en doublette, 2 contre 2, doublette mixte. Audrey pourra nous en parler. Un joueur masculin, féminin contre une autre équipe mixte. On peut s'affronter en triplette, 3 hommes ou 3 féminines, puisque c'est ouvert aussi. Donc les mêmes compositions, nous les retrouvons chez les féminins, tête-à-tête féminin, doublette féminin, triplette féminin ou triplette donc masculin. Ça peut être, c'est nouveau depuis 2 ans, le triplette mixte. Nous en parlerons plus tard, nous venons d'organiser un championnat de France en 2024, donc dans cette configuration-là. Il peut y avoir, qu'est-ce qu'on a d'autre comme formation? Non, on a le tête-à-tête, doublette, triplette,
triplette. Voilà pour les formations, avec le mixte maintenant, de plus en plus. Et donc ce sont ces 3 compositions que l'on peut retrouver à la pétanque. Chacun choisit, beaucoup de joueurs, les joueurs peuvent jouer tête-à-tête, doublette ou triplette. Certains privilégient peut-être le tête-à-tête parce qu'ils sont plus forts. C'est une spécialité un peu plus difficile à appréhender puisque il faut être très fort dans sa tête. On est tout seul quand on joue en tête-à-tête. Et c'est peut-être la discipline la plus difficile qui doit allier à la fois le physique, l'adresse, mais surtout le mental. Quand on est 2 ou 3, bien évidemment, on peut céder moralement. Tous les sports co connaissent ça. Quand on est 2 ou 3, forcément, c'est plus facile à gérer mentalement que quand on est tout seul. Mais donc, les pétanqueurs, tous les joueurs de pétanque peuvent jouer dans les 3 formations, tête-à-tête, doublette ou triplette. Tu as dit les pétanqueurs. Les pétanqueuses. C'est un terme qui était intéressant de se relever parce que on n'a pas forcément l'habitude d'entendre ça. Donc, on appelle ça des pétanqueurs et des pétanqueuses. Et voilà, on aura appris quelque chose en plus ce soir. Alors, justement, là, tu es en train de lancer la base sur le sport, le sportif. Sur quelles bases on doit connaître pour bien comprendre la pétanque, notamment pour un débutant? Alors, un débutant, il faut savoir que c'est un sport qui ne demande pas de moyens financiers importants. Pour jouer aux boules, c'est très simple. Il suffit de s'adresser, si un jeune a une école de pétanque, nous en avons beaucoup dans le département, on peut s'adresser à un club. Tous les villages de France, en Haute-Garonne, en tous les cas, nous avons 220 clubs. Donc en Haute-Garonne, c'est très facile, si on veut découvrir ce sport, de s'adresser à un club. 220 clubs, ça laisse une belle marge d'ouverture. Il suffit d'avoir un jeu de boules, tout simplement, même des boules de qualité moindre pour commencer. Donc, sport qui ne coûte pas cher, qui demande très peu d'investissement, uniquement un peu de temps si on aime ça. Et puis, comme on le disait tout à l'heure pour le karting, de la passion. Il suffit d'avoir de la passion pour ce jeu et puis on arrive à la mettre en pratique très très facilement. Passion quand tu nous tiens. Existe-t-il différentes catégories de compétition en fonction de l'âge ou du niveau des joueurs? Alors oui, plusieurs catégories en fonction de l'âge, c'est un des critères puisque nous composons nos catégories en jeunes jusqu'à 17 ans, de 6 à 17 ans, décomposés en minime, cadet, junior. On ne parle pas de moins de U14 ou U15 ou U17, on parle de minime, cadet, junior. Ensuite, nous avons la catégorie senior, de 18 ans à 60 ans, et ensuite, donc, la catégorie vétéran, 60 ans et plus. Voilà pour les catégories d'âge. Ensuite, les formations, comme on l'a dit tout à l'heure, doublette, tête-à-tête, triplette. Voilà, ce qui différencie, les seules façons de différencier les catégories, c'est l'âge, alors, jeune, senior ou vétéran. Justement, on va donner la parole à une jeune championne. Oui, une jeune championne. Audrey Bandiera qui nous écoute. Audrey, tu es championne reconnue dans le monde de la pétanque. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes débuts et de ce qui t'a attiré dans ce sport? Tout d'abord, bonjour à tous. En fait, mes débuts, j'ai commencé, moi, à l'âge de 15 ans, donc c'était en 2009. Et j'ai la chance d'avoir une grande sœur qui, elle, était déjà dans la pétanque, dans le monde de la pétanque. Et en fait, voilà, passionnée de ce sport, je me suis entraîné tous les jours. Et puis petit à petit, on prend du grade, on prend du galon. Et puis voilà, l'entraînement, c'est important. Et donc, j'ai eu de la chance d'avoir pas mal de résultats dans ma carrière et qui, j'espère, ne s'arrêtera pas là non plus. Justement, comment tu ferais la différence, toi, entre, on vient d'en parler un peu, mais entre la pratique en loisir et le sport que tu vis, toi, de compétition à haut niveau? Tout se joue surtout sur le mental. Quand on est sportif de haut niveau, ça se joue beaucoup sur le mental. L'adresse aussi, il y a des personnes qui vont jouer tous les jours, qui n'auront peut-être pas la même adresse que nous. Et nous, voilà, on a ce don, en fait, qu'on a en nous qui fait que on va peut-être un peu moins jouer que eux et on va avoir beaucoup plus de réussite. Après là, par contre, ce qui est une très grosse différence, c'est surtout sur le mental. On a la pétanque se joue beaucoup sur ça et c'est vrai que si on n'a pas un mental d'acier, c'est très compliqué pour avancer parce que les compétitions sont de plus en plus relevées et donc du coup c'est vrai que nous en tant que sportifs de haut niveau on s'accroche à ça. Alors là tu me tends la perche sur une question quand même qui interroge. Pétanque, le regard qu'on a
va sur la pétanque, c'est principalement loisir, on va être très honnête. Et toi, justement, le message qui m'intéresse, c'est comment tu te prépares sur une compétition physiquement, comment tu t'entraînes au quotidien pour arriver au niveau, parce que oui, il y a un don naturel probablement, mais il y a aussi tout un entraînement, j'imagine. Comment ça se passe? Moi, je vais être honnête, quand j'étais un peu plus jeune, c'est sûr que je jouais tous les jours. Je rentrais de l'école, je jouais tous les jours. Là, à l'heure actuelle, avec le travail que je fais, la semaine, c'est un peu compliqué de jouer à la pétanque. Par contre, tous les week-ends, je suis sur un terrain de pétanque. C'est en jouant, dans la défaite, dans les victoires, c'est que vraiment, on apprend en fait les situations de jeu. Moi là où c'est que j'apprends beaucoup, c'est quand j'ai une défaite en fait. Quand je perds une partie de pétanque, on fait toujours des erreurs et ces erreurs là en fait, on les garde en nous et on se dit faut pas les reproduire. Et pour se préparer à tout ça en fait, à toutes ces compétitions, moi ce que je fais personnellement, c'est que je m'entoure de bonnes personnes, d'amis de la pétanque. Je leur demande des conseils, qu'est-ce qu'il faudrait voilà pour que je sois bien, voilà. Donc je m'accroche un petit peu à tout ça et cette préparation. Voilà, j'ai passé une période où c'était vraiment je jouais énormément. C'est vrai que je joue beaucoup moins et ce que je fais c'est que je m'accroche à ma famille, à mes amis et je demande des conseils aussi aux grands joueurs qui est important. Après physiquement c'est sûr que bon c'est sur le long de la compétition c'est vrai que petit à petit c'est quand même de plus en plus dur. Donc ce qu'on fait c'est qu'on fait beaucoup de marches et tout ça et il faut se préparer comme ça. Oui, c'est ça. J'allais te demander, est-ce que tu as une préparation physique particulière ou pas du tout? Alors franchement, bon, j'ai fait du basket moi quand j'étais plus jeune, en niveau région et tout ça, donc ça va, physiquement ça peut aller. Mais après, je sais qu'il y a des grands sportifs comme Dylan. Je sais que Dylan il court. Lui, c'est quelqu'un qui court énormément. Dylan Rocher, je sais que voilà, il aime bien courir le matin pour se préparer pour la journée, pour être en forme. Il y en a qui courent, il y en a qui font un peu de muscu, il y en a qui font du sport co. Voilà. Après, chacun le voit comme il le veut. On n'est pas vraiment dans un sport qui est physique contact. On est dans un sport qui est, on va dire, on piétine. C'est pas de la marche, c'est du piétinage toute la journée et tout ça. Donc, chacun, en fait, le voit à sa façon. Je peux pas dire comme quoi il faut faire vraiment de la muscu ou vraiment de la marche toute la journée. Je peux pas dire ça parce que c'est pas vraiment un sport un sport physique. C'est plus un sport mental. C'est qu'il faut être physiquement, il faut y être aussi. Je dis pas le contraire. Mais ça serait pas la même préparation que si on fait du basket, du foot, du rugby et tout ça, quoi. C'est une question d'adresse aussi, quoi, de maîtrise. C'est une question d'adresse aussi, oui. Mais l'adresse, pour garder l'adresse, c'est sûr qu'il faut de l'entraînement assez régulièrement. Alors, une petite question. Il n'y a pas de secret par rapport à ça. Justement, toi qui as gagné des titres importants, quels sont les moments qui t'ont marqué dans ta carrière? Oh, il y en a eu. Il y en a eu. Non, alors je vais prendre un positif et un négatif. Le plus gros moment de ma carrière qui a été positif, c'est quand j'ai été championne de France avec ma sœur en 2013. Et ça, c'est quelque chose qui est ancré en moi et ça me donne ça a été un gros peps dans ma carrière. Et ce qui d'ailleurs, ces titres-là que j'ai eu avec ma sœur, en fait, m'a donné des ailes, m'a fait pousser des ailes et donc du coup m'a poussé aussi dans cette carrière. On salue la grande sœur. Et ensuite, voilà. Et ensuite, ma plus grosse déception que j'avais eue, c'était la même année, en 2013, le championnat du monde qu'on avait fait à Montauban. C'était une compétition un petit peu spéciale pour moi, c'est que j'avais jamais porté le maillot d'équipe de France, j'avais jamais joué avec mes partenaires et en fait, je suis arrivé à ce championnat du monde un peu dans le flou et en fin de compte, on a super bien géré et en fait, on perd en finale, de ce championnat du monde et c'est vrai que ce championnat du monde, j'ai encore du mal à le digérer, on va dire. Alors, il va y avoir un prochain championnat du monde en décembre à Dijon. Est-ce que tu es de la fête ou pas en équipe de France? Non, parce qu'à Dijon, c'est les garçons. Ah, c'est les garçons. C'est les seniors garçons. D'accord. Et c'est super garçons. Nous, les filles, ça sera l'année prochaine. Alors, justement. Le championnat du monde triplet féminin, c'est pour l'année prochaine en France, en principe. Alors, aux dernières nouvelles, c'est en France. Et aux dernières nouvelles aussi, l'année prochaine, il y aura le championnat du monde. Donc, moi, j'ai participé l'année dernière au Bénin. Le championnat du monde de doublette féminin et doublette mixte, c'est tête à tête, dans chaque catégorie, qui en principe, je crois, qui se fait à Rome, en Italie. Le président acquiesce. Je pense que c'est ça, mais attention, sous toute réserve, c'est la fédération qui gère. Voilà, sous toute réserve.
Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, justement... mais après, je me lance pas non plus dessus parce que je sais pas, on n'est pas au courant. Ils sont plus dans le championnat du monde qui est homme, qui se déroule à Dijon en décembre que. Bon, alors justement, je vais te poser une question pour titiller un peu les choses. Qu'est-ce que tu penses toi de l'évolution de la pétanque féminine et de sa visibilité justement ces dernières années? Ça progresse et c'est intéressant, franchement. Moi qui ai connu en fait, qui s'est rentré dans le bain en 2009 et qui ai connu l'équipe de France jusqu'en 2009, qui connaît tout ça en fait, qui était avec les anciennes et qui maintenant en fait, moi j'ai 30 ans, mais je fais partie en fait maintenant des anciennes de l'équipe de France et donc du coup je regarde un petit peu et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes quoi. Et le niveau monte. Et le niveau garçons et le niveau, c'est ça, le niveau, il augmente de plus en plus. Et franchement, pourtant j'ai de l'expérience et c'est de plus en plus dur contre ces petits jeunes qui arrivent quoi. Et tant mieux. Ils te poussent, on en a besoin. Donc, ouais, mais oui, on en a besoin. Donc voilà, non, ça pousse de plus en plus. Quoi. Bon, dernière petite question sur ton objectif à venir. C'est quoi les prochains projets, les prochains objectifs pour Audrey? Mais moi, mes prochains objectifs, j'espère refaire le championnat du monde doublette mixte, doublette féminin. Ça serait mon plus grand objectif de l'année prochaine. Et bien sûr, pourquoi pas faire aussi le championnat du monde triplette. À voir. Après moi, j'ai tout vécu, j'ai tout fait. Donc après, s'il y a la jeunesse qui arrive, tant mieux. Mais c'est que j'aimerais bien être championne du monde. J'ai loupé 3 fois, donc j'aimerais bien être championne du monde au moins une fois dans ma carrière. Merci et on te retrouve quand tu es championne du monde et on te rappellera avec plaisir dans l'émission pour que tu nous racontes ton aventure. On va te suivre en tout cas. Merci de nous avoir accordé un petit peu de temps. Juste une dernière question avec Monsieur le Président qui est là. Quel bilan sportif on peut tirer de l'année écoulée, notamment après tout ce qui s'est passé, la post-pandémie, etc. Il y a eu tout un retour. Quel est le bilan, Raymond? Alors, bilan 2024 excellent pour le comité départemental puisque nous avons organisé au mois de mai un championnat régional, promotion et jeunes. Audrey saura de quoi je parle. Et nous avons surtout organisé, puisqu'on parlait de triplette mixte, et donc elle a été concernée, nous avons organisé à Fenouillet cette année le championnat de France triplette mixte, la 2e édition, puisque la fédération a eu l'excellente idée de créer ce nouveau championnat de France, nouvelle composition donc d'équipe avec triplette mixte, et donc nous avons eu le bonheur de pouvoir l'organiser à Fenouillet. Je pense pouvoir dire sans que mes chevilles gonflent trop que ça a été une très belle réussite sportive, humaine. Et enfin Audrey peut en témoigner. Et ça a été le point d'orgue de cette année 2024 en Haute-Garonne. Et puis maintenant, nous sommes pris par les élections, comme tous les comités, puisque il faut savoir nous sommes sur une année élective, toutes les années olympiques, bien sûr. Tu le sais Laurent. Ouais. Donc voilà, là maintenant nous travaillons sur ce côté-là. Le côté sportif, voilà, on a passé le plus important, mais voilà, le point d'orgue, ça a été pour moi en tous les cas, en tant qu'organisateur, ça a été le championnat de France à Fenouillet. Dernière question à tous les deux, très rapidement. Quel conseil on peut donner à une personne qui a envie de se mettre à la pétanque ou au jeu provincial? Moi, je lui dirais, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons 220 clubs en Haute-Garonne. Il est très facile de franchir les portes d'un club. Quelqu'un qui veut jouer à la pétanque, voilà, la première chose à faire, c'est d'en discuter. Il suffit d'en parler avec qui que ce soit et cette personne-là aura forcément l'entrée dans un club, une école de pétanque si c'est un jeune, on pourra donner toutes les indications, ou tout simplement contacter le comité départemental, les coordonnées sont sur le site, m'appeler directement aussi, il n'y a aucun problème. Il est très simple quand on a envie de pratiquer ce sport ou ce jeu pour débuter en tous les cas, de s'adresser à quelqu'un qui trouvera le moyen d'entrer dans cette grande famille. Audrey, un petit conseil pour les jeunes qui veulent pratiquer? Qui foncent, hein. Oui, voilà, la passion. Ouais, voilà, qui foncent. La pétanque est de plus en plus reconnue. Enfin, moi, je vois déjà dans le monde du travail, moi aussi je travaille, il y a de plus en plus de personnes qui regardent la pétanque à la télévision et c'est vrai que c'est de plus en plus médiatisé, tout ça, et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'investir dans la pétanque et c'est avec grand plaisir qu'on les accueille et si on peut leur donner des conseils, c'est avec grand plaisir aussi. Donc voilà. Merci championne. Et je ne peux que leur souhaiter de suivre l'exemple de Audrey. Je le dis pas parce qu'elle est là, elle le sait. Elle sait toute l'estime que je lui porte. C'est une grande championne et je peux vous dire que c'est une image exceptionnelle qu'elle donne de la pétanque pour notre département.
Et justement, pour toutes les personnes qui sont intéressées, on a un site pétanque-occitanie.fr. Oui, ça c'est alors, à vérifier l'adresse pour le site Occitanie. Pour la pétanque Haute-Garonne, il suffit de s'adresser sur le site internet du CD31, vous trouverez les coordonnées. Pour l'Occitanie, il faut aller sur le site du CRO, Comité Régional d'Occitanie, et vous avez toutes les coordonnées pour pouvoir contacter. Un grand merci à tous les trois pour ces entretiens. Bonne continuation pour l'ensemble de vos initiatives. Nous vous souhaitons un franc succès dans la poursuite de vos projets. Vous êtes les bienvenus dans l'émission quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et tout de suite, place à la prolongation avec le quiz. Et si on parlait de sport, la prolongation. Et oui, donc la prolongation avec le fameux quiz. Le quiz, et si on parle de sport, donc on va faire affronter le karting et la pétanque dans des questions. Il y a 3 séries de questions. Avec à chaque fois, je vais poser une question et vous avez 4 réponses possibles. On va voir comment ça se passe. On va démarrer par les gens du karting. Alors on est bien calé au fond de son baquet, comme on dit. Première question. À quelle distance doit être lancé le cochonnet pour être valide? Première possibilité, entre 5 et 7 mètres, entre 6 et 10 mètres, entre 7 et 12 mètres ou entre 8 et 15 mètres. Entre 6 et 10. C'est une bonne réponse. Je l'ai dit pendant l'interview, mais... Ça prouve qu'il y en a qui écoutent quand même, hein, c'est bien. Première question de karting pour la pétanque. Où a lieu le trophée Jules Bianchi 2024? À Aigues-Vives, La Beige, Saint-Gaudens ou Muret? Où a lieu le trophée Jules Bianchi 2024? Aigues-Vives. Bravo. Bravo. 1 à 1. Deuxième question pour les gens du karting. Combien de points faut-il marquer pour gagner une partie de pétanque en simple ou en doublette? Première réponse A, 11 points. B, 15 points. C, 13 points. D, 21 points. Il faut une seule réponse. 11, 15, 13 ou 21? 15 points. Et voilà. Ça se joue en 13. Monsieur le 13 Président, points, oui, il valide. Donc ça nous fait plus que 1 partout et on enchaîne sur la deuxième question. Deuxième question. Combien y a-t-il de circuits de compétition en Midi-Pyrénées? 3, 4, 5 ou 6? 6. Ah, c'est chaud là. Il y en En plus, je l'avais dit pendant l'interview. Combien c'était? 3. Oh, Là, ça chambre sec. Là, j'ai dû avoir une seconde d'absence. Et voilà. Attention. Nous sommes à 1 partout et ça devient la troisième question pour le karting. Quel est le diamètre maximum autorisé pour une boule de pétanque? 70, 80, 85 ou 90? 70, 80, 85 ou 90? Ah oui, non. C'est un peu plus compliqué là quand même. Je dirais 85. 80. Et c'était 80. Donc nous sommes toujours à 1 partout et nous allons voir la dernière question. Quand a ouvert le circuit de Muret? 1999, 2001, 2003 ou 2004? 2003. Ah, c'est chaud ce soir. La réponse était 1999. Et donc là, on est vraiment dans une question subsidiaire pour les départager, Pauline. Oui, Laurent, je te laisse poser la question. Donc vous avez la sonnette, c'est une question de rapidité. Il y a quand même des réponses proposées, mais le premier qui sonne répond. Alors, comme vous êtes tous dans les sportifs, on a voulu choisir une question sur la santé. Et on s'est adressé à l'Organisation mondiale de la santé qui nous pose cette question. Quelle est la recommandation de l'OMS en termes de durée hebdomadaire d'activité physique modérée pour un adulte? J'ai pas posé la... 75 minutes, 100 minutes, 150 minutes ou 300 minutes. La durée hebdomadaire. Les cartes choix, pardon. Tu peux répéter? Il peut répéter la question. 75 minutes, 100 minutes, 150 minutes ou 300 minutes. C'est bien la durée hebdomadaire d'activité. 300 minutes. 150. Bravo. Et voilà, dans la dernière ligne droite. Et c'est Alexandre qui a passé la ligne vraiment au dernier moment. Bravo à tous les Victoire du karting. Voilà, victoire du karting. 150 divisé par 7, donc. C'est ça. Merci à tous. Bravo le karting, bravo, vous êtes les champions. Merci pour votre participation. C'est la fin du match. Tout de suite, l'agenda de la semaine avec les grands rendez-vous sportifs. Et si on parlait de sport, fin du match. Et c'est la fin du match et de cette 71e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs, Pauline. Oui, on va débuter du 21 au 27 octobre avec du tennis, le tournoi ATP 500 de Bâle en Suisse ainsi que celui de Vienne en Autriche ainsi que le tournoi ATP 500 de Tokyo au Japon. Et le mardi 22 octobre, volley Marmara
Péclaig, Montpellier-Chaumont, Saint-Nazaire-Narbonne et Paris 7. Et en Ligue féminine, Mulhouse-Béziers. Du 22 au 27 octobre, du tennis de table avec la World Table Tennis Champions, la WTT à Montpellier. Alors, mercredi 23 octobre, volley à nouveau, Marmara-Péclaig avec Toulouse-Le Plessis-Robinson. Le jeudi 24 octobre, du rugby avec la Pro D2, Agen affronte Colomiers, Montauban reçoit Grenoble et Oyonnax se déplace à Béziers. Alors, le vendredi 25 octobre, basket national 1 avec Levallois MBC contre le Stade Toulousain Basketball. Et en football, Ligue 2, Rodez contre Lorient. Du 25 au 27 octobre, de l'auto avec la Formule 1 et le Grand Prix du Mexique. Le samedi 26 octobre, rugby top 14 avec Vannes Castres, Montpellier La Rochelle, Racing 92 Perpignan et Toulouse Toulon. Le dimanche 27 octobre, du football avec la Ligue 1, Montpellier reçoit Toulouse. Et on va terminer par l'information tennis du 28 au 3 novembre. C'est le début du Rolex Paris Masters ATP 1000. Au programme de la semaine prochaine, découvrez la puissance du karaté, un art martial complet pour le corps et l'esprit. Le karaté, bien plus qu'un simple sport de combat, est une discipline qui allie force, agilité et maîtrise de soi, basée sur des techniques précises de coups de poing, de pied, de blocage et d'esquive. Il forge aussi bien le corps que l'esprit. Accessible à tous, quel que soit l'âge ou la condition physique, le karaté permet de renforcer la confiance en soi, améliorer la souplesse et la coordination, tout en apprenant à gérer le stress. En Occitanie, la Ligue de karaté et discipline associée offre à chacun la possibilité de découvrir cet art martial à travers ses nombreux clubs et événements, que ce soit pour la compétition ou le bien-être personnel. Le karaté est une voie vers l'équilibre, l'épanouissement et le dépassement de soi. Et on va enchaîner en deuxième mi-temps avec le ball trap. Bien plus qu'un simple tir, une symphonie de précision et de concentration où chaque coup vise une cible en mouvement, projetée dans les airs à grande vitesse. Discipline captivante pour les amateurs de sensations fortes et de précision. Il allie tradition, technique et modernité. Le ball trap se distingue par la rigueur de ses règles et la finesse de sa technique. Il demande un équilibre entre contrôle mental et réflexe rapide, faisant de chaque tir une nouvelle opportunité de se surpasser. Que vous soyez débutant ou tireur aguerri, le ball trap offre une expérience unique où la quête de la perfection est permanente. Merci à Jean Verriès, Alexandre Munoz, Marie-Madeleine Clamens, Raymond Lemanac et Audrey Bandira pour votre participation dans l'émission Et si on parlait de sport. C'est la 71e émission de Et si on parlait de sport. Merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Animation 31, Samper Connect et LG Consultant pour leur contribution précieuse à la réalisation de cette émission. Merci à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Semper Connect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci Pauline Gaston-Conduite, journaliste et co-animatrice de l'émission, pour ton aide précieuse et à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci à toi Laurent, merci de votre fidélité et rendez-vous pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.